Bonjour à tous et bienvenue à Grenoble École de Management. Je suis très heureux d'avoir l'honneur de présenter cette conférence sur un thème qui est particulièrement sensible et de présenter cette conférence avec des intervenants d'une grande qualité que je vais pouvoir citer et qui vont vous apporter un éclairage, là encore une fois de plus, particulièrement pertinent sur les questions qui touchent à l'Europe de la défense ou à la défense de l'Europe. Et vous allez voir que déjà cette question est déjà dans le cœur de notre sujet. C'est le premier point. Et deuxième point, vous allez pouvoir poser des questions, là aussi, sur ce sujet. Je me présente très rapidement. Bruno Modica, je représente le mouvement des Clionotes, les historiens et géographes de l'avenir, et nous sommes partenaires depuis maintenant 6 ans de Grenoble École de Management pour l'organisation de ce festival de géopolitique. Juste un message personnel, nous avons la chance d'avoir en notre compagnie, et c'est un auditoire qui sera, messieurs, particulièrement attentif à ce que vous direz, des personnels de la 11e brigade parachutiste qui sont des candidats du concours de l'école militaire interarmes, puisque dans leur cursus de formation et dans l'oral de sélection qu'ils vont subir pendant le mois de mai, ils auront des questions de géopolitique, et c'est une chance pour eux de pouvoir participer à ce festival qui traite évidemment des questions européennes, bien entendu, et des questions touchant à l'Europe de la défense en particulier. Je voulais quand même aussi les saluer et leur souhaiter, évidemment, avec vous, tous mes vœux et tous nos vœux de réussite pour le défi auquel ils vont être confrontés. Je vais évidemment présenter alors notre invité allemand, qui est Stefan Seidendorf. Je suis très heureux de vous accueillir, monsieur. Vous êtes docteur en sciences sociales et vous avez travaillé sur l'européisation des identités en France et en Allemagne. Les questions d'identité sont évidemment des questions centrales dès lors que l'on aborde les questions de défense et les questions de souveraineté. Il enseigne encore actuellement à l'Institut d'études politiques de Strasbourg et à l'École nationale d'administration. Il a participé à une étude et dirigé une étude sur le modèle franco-allemand, les clés d'une paix perpétuelle, et cela fait référence à Kant, vous le savez. J'ai le plaisir également de présenter M. Jean-Jacques Roche. Jean-Jacques Roche, qui a été professeur pendant 13 ans à l'Institut d'études politiques de Grenoble, qui est actuellement à Paris 2, et qui est dans une spécialité très particulière et au cœur de notre centre de préoccupation. Il est à l'Institut supérieur d'armement et de la défense. Il est directeur de formation, d'études et de recherche à l'Institut des hautes études de défense nationale. Et enfin, je vais présenter, et là c'est avec un petit pincement au cœur parce que le temps a passé, M. Thierry Garcin, qui m'a réveillé tous les matins pendant 33 ans, puisqu'il a animé, il a dirigé jusqu'en 2017 cette émission majeure du service public de radio sur France Culture, Les enjeux internationaux. Il est chercheur associé à l'Université de Paris-Descartes, il est professeur invité à la Sorbonne et à Abu Dhabi et maître de conférences à HEC, et il vient de publier, et il aura le plaisir de le dédicacer, et vous pourrez échanger avec lui tout à l'heure, il vient de publier un ouvrage que je n'appellerai pas un ouvrage de circonstance, mais un ouvrage au cœur de l'actualité que nous vivons, qui s'appelle « La fragmentation du monde, la puissance dans les relations internationales », et il le dédicacera tout à l'heure après cette intervention. Je vous fixe rapidement les règles de cette discussion. Chacun des intervenants, en commençant par M. Roche, aura un temps de 10 minutes pour faire une présentation de la thématique générale de ce sujet, avant que je ne joue mon rôle d'animateur, que je rebondisse, et puis il y aura environ 25 minutes de questions au public sur lesquelles vous pourrez intervenir. Je vous demanderai, comme c'est du direct, de ne pas faire d'intervention tribune et de ne pas essayer de refaire la communication. Ce ne sera pas utile et j'y veillerai, croyez-moi,
là-dessus. Messieurs, Monsieur Roche, vous avez la parole. Merci. Merci pour cette invitation et pour le choix de cette thématique qui doit sans doute vous intriguer. Alors, rassurez-vous, j'ai enseigné suffisamment longtemps à Grenoble. Je vais essayer de ne pas être trop professeur et donc je vais essayer d'établir un dialogue avec mes partenaires. Mais il est nécessaire, le mec classique de l'enseignant, il est nécessaire peut-être de fixer le cadre de cette table ronde. Quelle différence entre l'Europe de la défense et la défense de l'Europe? Eh bien, on le sent bien. L'Europe de la défense, quelque part, il y a derrière cette idée d'une Europe puissance, d'une Europe qui est maîtresse de son destin. Et là, c'est la conception française. Alors que la défense de l'Europe, voire même la défense de l'Union européenne, est plus modeste, plus pragmatique. Et là, on est dans la conception allemande. Alors comment combiner ces deux conceptions? C'est pas facile. Et on le voit avec le récent papier d'AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, de dimanche dernier, dans lequel, bon, un papier totalement démagogique, on aura l'occasion d'en parler, mais un papier qui souligne bien la différence de perception, si jamais il devait y avoir, et c'est pas assuré, une défense européenne. Pour les Allemands, on serait davantage dans un cadre fédéral avec une mise en commun, pooling of sovereignty, une mise en commun de souveraineté, d'où l'idée d'AKK, d'un porte-avions et d'un siège pour l'Union européenne. Je ne suis pas sûr que ça soit possible, ni le porte-avions, ni le siège. Mais l'idée, c'est vraiment cette mise en commun de souveraineté. Alors que dans la position française, qui a priori est plus ambitieuse, mais dans la réalité, en fait, on est davantage sur la base de coopération entre États. Bien sûr, la France s'efforçant de rester primus inter pares, notre position habituelle. Alors, pourquoi est-il si difficile de concilier nos deux positions? Bien, je crois qu'il faut revenir au b.a.-ba, c'est-à-dire il y a une histoire, une géographie, des institutions, des cultures différentes. Or, la géographie, je vous ai mis cette carte. Bon, elle est schématique, bien évidemment, mais Stéphane ne me contredira pas. Il est clair que l'Allemagne a une vision pragmatique et davantage tournée vers l'interland européen, alors que la France regarde le monde, et s'il y a une zone particulière qui l'intéresse davantage, c'est plutôt le sud de la Méditerranée. Donc, on n'a pas les mêmes horizons, premier point. On n'a pas la même histoire, bien évidemment. On n'a pas la même histoire, et très clairement, l'Allemagne porte toujours le fardeau de la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de là, il est clair que l'armée allemande ne peut pas être une armée aussi interventionniste que l'armée française. En plus, on n'a pas la même vision de l'Europe. L'Allemagne, avec les pères fondateurs, avait une conception très pacifiste de l'Europe. C'est pourquoi, d'ailleurs, la défense européenne est aussi difficile à mettre en œuvre. Les pères fondateurs étaient fondamentalement pacifistes, alors que la France a essayé, avec la communauté européenne de défense, même s'il y avait beaucoup d'hypocrisie dans le projet, dans le plan Pleven de 1950, la France a essayé de donner une dimension militaire. Et là, il y avait un hiatus. Et depuis l'échec de la CED en 1954, sans parler bien évidemment des plans Fouchet, on a des perceptions différentes de ce que devrait être cette défense de l'Europe. On a des différences institutionnelles très fortes avec l'Allemagne. L'Allemagne, bon, pour les raisons historiques que j'invoquais, a une armée de type parlementaire. L'Allemagne ne peut pas envoyer un casque bleu sans un vote, un seul casque bleu sans un vote du Parlement. Quand on se rend en Allemagne, on a l'exposé de toute la présence allemande dans le monde, et 3 militaires allemands en Somalie font l'objet d'une présentation à part. C'est dire qu'on n'est pas dans le même rapport, puisque la France, par son histoire, par ses traditions monarchiques, ont donné au président de la République, malgré la réforme de 2008, une bien plus grande latitude, bien plus grande capacité de réaction rapide. Et on le voit avec l'opération Serval qui a été déclenchée, elle a été déclenchée à l'initiative
même de l'état-major, mais la présidence de la République réagit très vite, ce qui est absolument impensable en Allemagne. Enfin, il y a des problèmes culturels. La France, et on le voit très bien en termes sémantiques, quand on parle de sécurité globale, pour les Français, la sécurité globale, dans les opérations de maintien ou de consolidation de la paix, c'est sécurisation plus consolidation. On envoie déjà des soldats et ensuite on enverra des instructeurs pour reformer ou pour faire former l'état de droit. Dans la perception allemande, Stéphane me dira si je me trompe, mais la sécurité globale exclut la sécurisation et très clairement, il ne peut y avoir que de la consolidation. Donc on a énormément de points de vue divergents pour ne pas parler de la relation à l'OTAN. Alors comment concilier ces différentes positions ? Bien, on y arrive tant bien que mal. Le traité d'Aix-la-Chapelle, le récent discours de Mme Merkel au Parlement en novembre dernier, dans lequel on se dirige du côté allemand vers l'idée d'une possible armée européenne, d'un Conseil de sécurité européen, montre qu'il y a des convergences possibles. Lorsque l'on regarde les initiatives d'origine allemande, c'est-à-dire l'utilisation de la première coopération structurée permanente prévue à Lisbonne, par le traité de Lisbonne, eh bien on s'aperçoit que cette PESCO, comme on appelle cette coopération structurée permanente, qui est d'initiative allemande, qui était à l'origine capacitaire, il y avait 14 projets capacitaires, devient aujourd'hui davantage opérationnel, avec des matériels qui seront développés conjointement. Et cela sans parler du programme SCAF, l'avion de combat du futur, qui est un projet, après l'échec du projet franco-anglais, qui est désormais un projet franco-allemand. Donc, l'initiative, la PESCO, doit être combinée aujourd'hui à l'initiative européenne d'intervention présentée par le président Macron. Alors, a priori, on est dans deux registres différents. Macron parlait davantage d'une culture commune d'intervention avec des exercices, des rétextes, avec la création d'une académie européenne de renseignement qui vient d'ailleurs d'être portée sur les fonds baptismaux. Toute la question aujourd'hui est de savoir comment est-ce qu'il est possible, dans cette période de turbulence pour l'Europe. Le Brexit est une opportunité extraordinaire, mais c'est aussi une turbulence majeure. La garantie de l'OTAN recule avec la position de Trump. On est dans une période plutôt favorable, mais entre l'environnement qui semble pousser à une intégration européenne sur le plan militaire et diplomatique, bien évidemment, et les réalités concrètes de terrain, il y a un gap, et là, tout dépend de l'éclairage, du rayon de soleil ou des nuages. Soit vous voyez le verre à moitié plein et vous vous dites que ça ne sera jamais possible, tant les différences entre la France et l'Allemagne, qui sont quand même le moteur. Je préfère, en France, on parle de couple franco-allemand. En Allemagne, on préfère le Zusammenarbeit, on préfère la notion de beaucoup plus pragmatique du côté allemand, on préfère la notion de moteur. Le moteur franco-allemand qui a été central pour l'intégration économique, on l'a vu avec le traité de Maastricht, les lettres Mitterrand-Kohl qui sont à l'origine finalement de l'euro. Ce moteur est nécessaire pour une Europe de la défense, mais il est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'actionner le démarrage. Alors, vous pouvez voir le verre à moitié vide en vous disant qu'il y a encore des différences majeures qui ne pourront pas être comblées, soit vous dire que progressivement, malgré tout, d'initiative en initiative, les positions se rapprochent lentement. J'avoue ne pas pouvoir trancher ce débat et je ne sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste et sur l'avenir de l'Europe de la défense et sur l'avenir du moteur franco-allemand sur cette question. Eh bien justement, on va demander à M. Seidendorf, donc notre ami d'Outre-Rhin, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Et je crois qu'en matière, puisqu'on parlait tout à l'heure, M. Roche parlait tout à l'heure du moteur franco-allemand, je crois qu'il y a en Allemagne une expérience de la motorisation qui fait quand même merveille. Donc je crois que vous allez pouvoir nous donner justement un autre regard, peut-être dans ce domaine. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité de parler aujourd'hui à Grenoble.
je ne savais pas que vous seriez aussi nombreux. Je serai certainement moins brillant, moins rapide aussi que le professeur Roche. Je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, sur le couple franco-allemand et le moteur franco-allemand en allemand, vous connaissez tous l'amour des Allemands pour leur voiture. Donc, s'ils parlent de moteur, il y a aussi quelque chose d'affectif dedans. Avant de structurer mon intervention en 3 points pour parler de l'Europe, de la relation franco-allemande et de terminer sur la situation comme je la vois en Allemagne aujourd'hui, juste un petit mot sur comment quelqu'un qui porte un regard de l'extérieur essaye de faire sens et de comprendre cette idée française de la défense de l'Europe. Vous avez à juste titre évoqué le grand pouvoir du président français quand il s'agit d'envoyer des soldats quelque part sur un théâtre dans le monde. Une spécificité française. Et en Allemagne, au moins depuis 1952 et l'échec de la communauté de la défense, on se pose la question de qu'est-ce que les Français ils entendent par défense de l'Europe, qui fixera les règles, qui décidera d'envoyer les soldats. Ça peut difficilement être le président français qui prend le devant et qui envoie un soldat européen, outre que le français, quelque part. Ça semble bizarre, puisqu'on est quand même européen, on n'est pas français. Ça ne va pas être le président Juncker et ni le président Tusk non plus, je pense. Ah, j'ai vu M. Modica, non. OK. Alors, comment on fait? Pour les Allemands, tout le problème, il est là. Et derrière, évidemment, se pose la question de la légitimité et de la souveraineté. Le modèle allemand porte peut-être un peu plus loin cette idée qu'il faut une grande légitimité et plus c'est européen, plus il faut une légitimité pour envoyer des soldats quelque part. Alors, est-ce qu'on demande au Bundestag allemand? Pas nécessairement non plus. Parmi d'autres, mais ça devient compliqué. Si tous les 27 doivent donner leur accord, les parlements et tout ça, on finira par le Brexit est là pour le prouver que les parlements, ce n'est pas toujours le ultimum en sagesse qu'on puisse imaginer. Alors, comment on peut faire? Toute la question est là. Il y a le lent rapprochement des intérêts, de développement d'une culture stratégique, mais en même temps, j'ai l'impression que les politiques, souvent, elles mettent ça en avant quand il s'agit de ne pas vraiment prendre l'avant, de ne pas vraiment décider. Vous pouvez parler de culture stratégique, peut-être ni vous ni moi verrons une culture stratégique européenne unifiée, unique, un jour opérationnelle, je crains. Alors du coup, voilà le problème vu de l'Allemagne et en dehors de la France, de comment concevoir cette défense de l'Europe avec les idées françaises qu'il faut certainement une légitimité des États et probablement du président français dans cette défense de l'Europe. Alors maintenant, sur ce que je veux partager avec vous. Commençons avec l'Europe, peut-être. Cette question de comment on peut développer une défense européenne, où on est actuellement, le débat en Allemagne et aussi avec l'aspect franco-allemand. Nous partageons, je pense, le constat que l'Europe va mal, que c'est des moments très difficiles avec le Brexit, avec la crise dans les États membres, avec les mouvements contestataires. Et en même temps, et aussi avec des très grandes divergences d'intérêts entre la France et l'Allemagne, notamment en ce qui concerne la réforme de la zone euro et tout le volet qui faisait autrement la force de l'Union, le marché commun, la monnaie commune. Alors du coup, cette dimension de la défense et de sécurité, elle revient en quelque sorte aussi pour des raisons de tactique politique, voire politicienne, puisqu'on peut se mettre d'accord de développer une culture stratégique dans 40 ans, et ça ne coûte rien à Mme Merkel ni à Macron dans le court terme. Et du coup, les lignes, ils bougent rien que pour ça. On invente toutes sortes de coopérations, comme vous avez dit à juste titre, mais ça ne fait pas pour autant avancer l'Europe. Ça reste des propositions de coopérer plus ou moins intelligemment, la mise en commun de quelques programmes d'armement. On a vu dans le traité d'Aix-la-Chapelle de l'entraînement commun des soldats et d'officiers pour garantir une interopérabilité. J'ai réussi, oui. Donc, pour mieux permettre de former une coalition en vue d'intervenir quelque part. Mais ça ne devient pas pour autant européen pour défendre un intérêt européen défini ensemble. Puisque qu'est-ce que c'est au juste l'autonomie stratégique européenne? À quoi bon? Ça ne peut pas juste être les moyens techniques,
les façons de faire, il faut aussi avoir une raison. Pourquoi on veut défendre cette autonomie stratégique? Et la seule raison que je vois qui est derrière, peut être défendre les valeurs et les intérêts de l'Europe, et de toute l'Europe, de l'Union européenne au moins. Alors là, ça devient un peu plus compliqué, puisque qu'est-ce qui fait au fond le modèle de l'Union européenne? Ce n'est pas quelque chose qui ressemble à un État-nation classique qui défend militairement ses intérêts vers l'étranger. Au moins pas au début. Comme vous l'avez dit, au début, c'était quelque chose de très pacifiste. L'Europe, elle croyait beaucoup, elle croit toujours, elle utilisait, souvent de manière très intelligente, la force de la norme, la force du droit dans les relations internationales. Pas seulement à l'intérieur, mais aussi pour projeter sa force à l'extérieur. Si vous mettez un standard sur comment gérer les données privées de 550 millions de consommateurs au sein de l'Europe, ça intéresse au-delà de l'Europe. Et ça a en effet un impact au-delà de l'Europe. Même dans les situations où vous ne l'imaginez pas, ça peut devenir très concret. J'étais récemment invité par un consul français et un consul allemand à Calgary, au Canada. Vous voyez à peu près où c'est, la Grande Plaine, on voit les montagnes au loin, et ils ne payent pas d'impôts là-bas, puisqu'il y a tellement de pétrole dans le sable que ça donne assez de revenus qu'on ne paye pas d'impôts sur le revenu à l'État. Bon. Et je me demandais pourquoi ils s'intéressaient à notre Europe et puis à cette petite relation franco-allemande là-bas dans la province d'Alberta, à Calgary, où beaucoup de gens se promènent avec le chapeau de cow-boy et tout ça. Et parce que l'Europe avait décidé de ne plus acheter les produits de pétrole issus des sables de la province de l'Alberta, et puis d'ailleurs du monde. Donc une norme que l'Europe a adoptée et qui avait un impact au Canada. Sauf que l'Europe n'a jamais acheté de ce produit. Donc il n'y avait pas manque à gagner. C'est juste le fait qu'un acteur grand comme l'Union européenne décide de bloquer, de bannir cette technologie, faisait que les Canadiens avaient peur que ça allait leur nuire sur d'autres marchés qui allaient prendre la même décision. C'est la force par la norme que l'Europe peut déployer. Donc, toute cette dimension-là n'est pas encore militaire, mais concerne aussi la défense des intérêts de l'Europe. Alors, comment on peut ajuster maintenant l'apport militaire besoin nécessaire, d'un côté, et le maintien, la préservation de ce modèle européen basé sur la coopération, le multilatéral, la force du droit dans les relations internationales. C'est toute une question ouverte, et notamment les idées aussi sur l'intérieur, que l'Europe pourrait fonctionner par une sorte de directoire franco-allemand en associant 2-3 autres grands qui ont les moyens. J'y crois pas une seconde. Puisque l'Europe, elle fut un succès, elle est un succès, puisqu'elle est démocratique, elle respecte aussi les pays moins grands que la France et l'Allemagne. Donc, il faut trouver quelque chose entre les deux. Un deuxième point, si vous permettez encore, sur la relation franco-allemande. Étonnamment, je vous ai dit qu'il y a cette grande confusion, on n'arrive pas vraiment à se mettre d'accord sur comment approfondir la zone euro, le noyau dur de l'Union européenne. Les Allemands, ils sont très perturbés, ils ne veulent pas être obligés de mettre la main au porte-monnaie, même si personne ne leur a vraiment demandé ça. Donc, très défensive, très perturbée. Et en même temps, nous voyons une nouvelle dynamique dans cette relation bilatérale franco-allemande. Et je dis que ce n'est pas forcément un bien pour l'Europe. Alors, pourquoi ? On est déjà content qu'ils s'accordent, qu'on ait enfin quelque chose, que le moteur il bouge encore ou le couple vit encore. Mais il y a aussi cette tendance dedans qu'on menace un peu les autres Européens. Si vous ne nous suivez pas, on fera bande à part, on se mettrait ensemble entre Français et Allemands, et ça donne quand même au moins une légère menace de faire une sorte de directoire entre Français et Allemands que les autres Européens pourront pas accepter. Et dernier point, rapidement, puisque je vous vois inquiète, je dois parler de l'Allemagne très rapidement, puisqu'il y a beaucoup de perturbation, confusion dans le débat politique français quand il s'agit de l'Allemagne. L'Allemagne n'aspire pas à dominer l'Europe. Retenez un message de mon intervention, l'Allemagne n'aspire pas à dominer l'Europe.
Il n'y a pas de ça en Allemagne, nulle part. Même les forces nationalistes, si vous avez entendu parler de l'extrême droite, de l'alternative pour l'Allemagne, elle ne veut pas dominer l'Europe. Il n'y a pas de ça. Qu'est-ce qu'on peut observer? C'est peut-être économiquement le pays le plus grand, le plus fort au centre de l'Europe. Et après les changements intervenus depuis 1990, elle cherche encore sa place. Il y a d'un côté cette demande de participer, d'apporter du leadership européen, et de l'autre côté, cette crainte de l'Allemagne est trop grande. On peut toujours se refaire à la Deuxième Guerre mondiale, à l'ombre de la Deuxième Guerre mondiale, je suis d'accord, mais même s'il n'y avait pas ça, le plus grand, dans une construction comme l'Union européenne, il serait bien avisé de rester très discret sur ses intentions et de les présenter toujours de manière acceptable pour les autres Européens. Et c'est ça que l'Allemagne est en train d'apprendre. Il y a un peu cette tendance que se demander, mais pourquoi nous, on ne pourrait pas faire comme les autres, comme l'Autriche, comme l'Hongrie, et juste garder ce cadre européen et essayer d'imposer nos intérêts particuliers allemands à l'intérieur de ce cadre européen. Eh bien non, pour l'Allemagne, ça ne marche pas. Pour la France non plus. Sauf que la France, elle a un peu plus d'expérience avec ce rôle que parfois ça marche, très souvent ça marche, mais il ne faut pas s'afficher avec. L'Allemagne, pour des raisons historiques, mais aussi à cause de sa nouvelle situation au cœur de cette Europe, avec cette économie qui a parfois tendance à écraser les autres, elle ne peut pas se permettre une telle politique si elle veut retrouver la confiance des autres. Et là-dessus, le débat en Allemagne, il n'est pas clair en ce moment. Les forces politiques en place, ils se cherchent pour des raisons de politique intérieure, comme en France aussi. Et on voit que les lignes, ils bougent en quelque sorte, des choses qu'on n'aurait pas pu s'imaginer qu'ils bougeraient, à l'époque de Helmut Kohl encore, se discutent. Donc, cette intervention de la présidente du CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, j'arrive pas moi-même, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui, d'un côté, provoque maladroitement la France, on ne sait pas à quoi bon, puisqu'elle veut remettre en question le siège de Strasbourg et le siège français à l'ONU, et de l'autre côté, raconte des contre-vérités. Deuxième message que vous ramenez, les fonctionnaires européens, ils payent l'impôt. Ce n'est pas vrai qu'ils ne payent pas l'impôt. Un fonctionnaire européen qui est bien payé, il paye 46% d'impôt. Okay? Ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'impôt européen. Donc là-dessus, c'est un mensonge qu'elle raconte, c'est des bêtises. Et évidemment, pourquoi elle fait ça? Il y a une tactique politique. Ce message s'adresse à son électorat qui a quitté le CDU et qui se retrouve du côté de l'extrême droite. On verra si cette tactique elle aura du succès pour les élections. Personnellement, je ne le crois pas, mais on verra bien ce qu'on verra. Alors justement, j'ai l'impression, d'après ce que vous dites, monsieur, que les fake news, comme on dit, ça existe aussi de l'autre côté du Rhin, donc avec ces fonctionnaires européens qui ne paient pas d'impôts. Alors j'en profite pour donc interpeller, il me le permettra, Thierry Garcin, puisque j'ai noté quand même que dans vos deux interventions, il y avait quand même une grande absente, ou un grand absent, comme vous voudrez. C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et je pense que pour l'instant, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou pas, c'est quand même l'OTAN, création héritée de la guerre froide, qui est en charge, qu'on le veuille ou non, de la défense de l'Europe. Et c'est peut-être là-dessus que s'il doit y avoir un couple ou un moteur franco-allemand, il va falloir que l'on ait une réflexion et en tout cas que vos interventions à tous les trois, messieurs, nous apportent un éclairage. Mais en tout cas, je pense que Thierry Garcin a forcément quelque chose à nous dire sur ce point. D'abord, merci de votre invitation et merci à tous de votre présence nombreuse. En ce qui concerne mon domaine, c'est celui de la géopolitique. Et je voulais juste quand même au départ rappeler les éléments du contexte actuel. Non pas parce qu'il y a le Brexit, acté ou non à l'avenir, non pas parce qu'il y a une nouvelle présidence Trump qui peut se succéder à elle-même donc à la fin de l'année prochaine ou au début de 2021, mais depuis un certain nombre d'années, beaucoup plus longtemps. Le poids du contexte, c'est que l'Europe est en panne de projets. C'est-à-dire qu'on peut dire, sans exagérer, que l'idée fédéraliste a volé en éclats. Donc, il n'y a plus de projet politique. Alors, c'est difficile de faire une défense européenne sans projet politique. Donc, on est dans une grande, comme l'a dit Stéphane, dans une grande confusion, y compris chez nous. Deuxième remarque, dans une autre enceinte, dans le festival hier,
j'avais noté qu'il y a quand même un certain nombre de signes très inquiétants en ce qui concerne l'avenir de l'Europe. C'est-à-dire, d'une part, le fait qu'il y a eu beaucoup trop d'élargissements, et notamment au milieu de la décennie 2000. On a consommé 16 élargissements en une période de 18 ans. D'autre part, les institutions européennes sont assez compliquées à comprendre pour l'homme de la rue, puisque, encore une fois, il y a à la fois un niveau fédéral, un niveau confédéral et un niveau intergouvernemental, et intergouvernemental notamment dans les matières de défense. Troisième remarque, et ça c'est très important pour l'avenir, et ça concerne la défense, c'est que la France ne joue pas dans la cour des grands sur le plan économique par rapport à l'Allemagne. Et la différence entre l'Allemagne et la France, Stéphane, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais elle a été tout de suite aggravée à partir de 2000-2002, et ça a été absolument une sorte de gradient qui s'est accentué depuis une quinzaine d'années sur le plan industriel, économique. D'autre part, la question de l'immigration est absolument dévastatrice pour l'ensemble de l'Union européenne, et notamment la décision de Mme Merkel et du gouvernement de coalition de l'époque en 2015 d'accueillir in fine 1,2 million entre 2015 et 2016 d'immigrants en provenance essentiellement du Proche-Orient, notamment de Syrie, un peu d'Érythrée, etc., sans consultation ni avec Londres ni avec Paris. Ça a été très mal vécu dans chacune des deux capitales. D'autre part, signe inquiétant non seulement l'immigration, mais l'état de droit. Je rappelais hier, vous avez quand même des pays, d'ailleurs d'anciens pays appartenant au bloc de l'Est, qui ne pourraient pas être candidats à l'Union européenne. Ils sont candidats à l'Union européenne essentiellement depuis 2004, parce qu'ils ne remplissent plus les critères, non pas de démocratie, mais des critères d'état de droit, qui est une des conditions pour dire qu'un régime est démocratique, une des conditions parmi une dizaine d'autres. Autre remarque importante, c'est la question des régionalismes indépendantistes. En Europe, la question qui, à mon avis, est une affaire durable et qui aura des conséquences en Europe centrale. Parce que pour l'instant, on a une vision totalement Europe occidentale de la Catalogne et de l'Écosse. La Catalogne allant avec les Baléares. Il y a déjà un petit mouvement, évidemment, parce que pour des raisons historiques, les deux sont liés, Catalogne et Baléares. Donc, sans parler du Pays basque, espagnol et ainsi de suite. Il y a un vivier de minorités en Europe centrale. N'oubliez pas une chose, puisqu'on est en géopolitique, c'est que la Pologne, en 1945, a glissé d'un tiers de sa superficie sur son ouest au détriment de l'Allemagne historique et au bénéfice, bien sûr, de l'Union soviétique de l'époque. Et donc, on voit plus les mouvements extrême droite, les mouvements populistes en Europe, y compris d'ailleurs en France maintenant. Autre remarque concernant le contexte, le Brexit. Autre remarque concernant, qu'il soit acté ou non, concernant le contexte, c'est, si vous voulez, le fait que les 4 grands pays, grands n'est pas du tout dit d'une façon avantageuse, ils sont grands économiquement et grands démographiquement, c'est-à-dire l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie, sont dans des situations de politique interne tout à fait dommageables. L'Allemagne a mis 5 mois pour convoquer un gouvernement de coalition. Le Brexit, vous savez ce qu'il en est, ce sont les partis traditionnellement de gouvernement qui sont divisés en leur sein sur la question du Brexit. C'est un véritable poison pour la vie politique britannique. L'Italie, c'est un gouvernement contre nature. Et quant à la France, depuis l'affaire des Gilets jaunes, nous n'avons aucune leçon à donner à nos amis et notamment à nos voisins que je viens de citer. Alors, en ce qui concerne quand même très rapidement, deuxième remarque, beaucoup plus sur le fond. En ce qui concerne le titre du débat, défense européenne, je vais le prendre dans cet ordre-là, défense de l'Europe et Europe de la défense. Défense européenne, c'est un serpent de mer, il n'y en a jamais eu. On rappelait tout à l'heure le projet de la CED entre 1950 et 1954 qui avait été retoqué par l'Assemblée nationale, le Parlement français à l'époque. On parlait déjà d'une armée européenne. Deuxième remarque, la défense européenne, de toute façon, elle ne pourra jamais exister si elle est euro-européenne, pour des raisons très simples. C'est que les États-Unis n'en ont jamais voulu. M. Bolton, dont le prénom m'échappe à l'instant, qui est le conseiller actuel du président Trump, mais qui a été le représentant des États-Unis aux Nations Unies pendant un certain temps, a dit, et je le cite de mémoire, « La défense européenne, c'est un poignard
pointé vers le cœur des États-Unis. Et d'une certaine façon, je ne partage pas son point de vue, il a tout à fait raison. On serait américain, bien entendu, on penserait la même chose. Madame Albright a dit, nous n'accepterons, elle l'a dit au siège de l'OTAN, quand elle était secrétaire d'État, elle a dit, nous n'accepterons jamais une défense. La question de la défense souveraine est verrouillée dans l'œuf, d'autant plus que pendant des décennies, les Européens ont été, excusez-moi l'expression, mais maternés, et se sont d'ailleurs sentis tout à fait conscients de leur situation de maternage par le grand frère américain, Alliance Atlantique. Il faut dire une chose pour l'Alliance Atlantique, c'est que nous voyons l'Alliance Atlantique, ce n'est pas de la même façon que la voient ou que les voient les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas alliés dans l'Alliance Atlantique, ils sont alliés avec eux-mêmes dans l'Alliance Atlantique. Et ce n'est pas une injure de rappeler ça, c'est qu'ils défendent, comme nous défendons, nous Européens, et en particulier nous Allemands, nous Français, etc., nous défendons nos intérêts. Ça, c'est la défense européenne, c'est un mythe peut-être tout à fait dynamique, mais c'est un mythe. Et il n'y a pas de risque ou de chance que cela advienne. Alors la défense de l'Europe, c'est beaucoup plus sérieux. Et le professeur Roche a rappelé toutes les initiatives qui ont eu lieu, non seulement depuis peu, mais la période capitale en ce qui concerne les initiatives européennes, c'est entre 1998 et 2003 à peu près. C'était au moment du traité de Nice d'une part et au moment de la Convention sur l'Europe. J'ai dressé une liste en regardant il y a quelques jours toutes les initiatives. Ce sont des initiatives très désordonnées qui sont faites aussi en partie pour les opinions publiques et pour montrer qu'il y a des divergences en matière de politique étrangère. Et c'est le dernier point sur lequel je vais intervenir. Sur le plan géopolitique, vous ne pouvez pas imaginer une défense en Europe sans qu'il y ait une politique étrangère communautaire. Madame Mogherini, qui est en charge de cette question-là depuis des années, personne n'irait lui l'accuser d'être en partie impuissante. Elle fait ce qu'elle peut, elle le fait d'ailleurs plutôt bien, mais elle peut, PEU, c'est-à-dire que ce n'est pas dans ses missions d'être au-dessus des États. On reste dans de l'intergouvernemental, dans les questions de politique étrangère, pour des raisons évidentes. Il y a eu la PESC, il y a le PESD, il y a eu 15 initiatives possibles, je les ai toutes, disons, listées, comme on dit maintenant, mais il est évident que ça n'a pas vraiment de sens. Vous ne pouvez... La défense, c'est la pointe de l'épée. C'est la pointe de diamant. Sans politique étrangère préalable, qui est un prérequis, vous n'allez pas très loin. Et j'avais pour les étudiants autrefois dressé une liste que j'ai ici de tous les grands événements, ou intra-européens ou extra-européens, de politique étrangère, qui ont concerné l'Union européenne depuis 1993, sa création. En matière de politique étrangère, nous avons été sur les grandes questions divisées. Soyons modestes en matière de défense européenne ou de défense de l'Europe. Il n'y a pas déjà de politique étrangère convergente. Regardez la liste, elle est impressionnante. La Yougoslavie ou les guerres d'ex-Yougoslavie durant toute la décennie 90. Nous avons été profondément divisés, y compris entre nos amis allemands et les Autrichiens et le Vatican d'un côté, les Britanniques et les Français de l'autre. Nous avons été divisés sur la guerre d'Irak 2003, Bush-fils. Nous avons été divisés sur l'Ukraine 2014, l'annexion manu militari par la Russie de la Crimée. Nous avons été divisés sur l'Union méditerranéenne, projet français qui a été tout de suite écarté par les Allemands, qui est devenu Union pour la Méditerranée, puis après qui a été noyé dans le processus de Barcelone. La liste est impressionnante, c'est-à-dire que si vous voulez, la Libye, je voyais la Libye 2011, et on a mis l'OTAN dedans, tout en violant par la suite la résolution 1973 qu'on avait fait voter. Le président Obama a très bien dit à la fin de son second mandat, donc prudence et modestie sur ces questions de défense en Europe. C'est le troisième, non pas européenne, défense de l'Europe, c'est en fait l'OTAN, et défense en Europe, soyons prudents et soyons modestes. Le président Obama a très bien dit, c'est encore une des grandes divisions des Européens, mais de quel droit, il a très bien dit, la seule chose, ou l'une des rares choses en matière de politique étrangère que je me reproche, a-t-il dit le président Obama à la fin de son second mandat, avant de partir, c'est l'affaire du Kosovo, où on a fait donner l'OTAN sans résolution de l'ONU, et en extrayant la province serbe du Kosovo, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, de quel droit? Et je voudrais insister sur une chose à propos de la défense. Nous sommes,
on va parler des rapports franco-allemands et germano-français en la matière, mais 3 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, les 3 seuls occidentaux, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, je dis malheureusement, et je l'ai dit sur des antennes de services publics pendant des années, donc ça n'a rien de nouveau, mais et la France ont violé le droit international dont ils ont la charge au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sur la paix et la sécurité internationale. Alors, de quel droit est-ce que nous allons donner des leçons aux autres en la matière, et notamment en matière de défense? Puisque quand nous intervenons militairement, souvent sur le sol européen ou extra-européen, il nous arrive d'être contradictoires avec nous-mêmes sur le plan juridique. Donc, défense, prudence. Alors justement, je crois que là-dessus, le professeur Roche va certainement réagir et apporter des compléments. Je vous demanderai, messieurs, quand même d'interroger finalement la situation actuelle. Si l'on parle de plus en plus d'Europe de la défense, c'est bien parce qu'il y a un problème de défense de l'Europe, c'est-à-dire que si l'on pose la problématique en termes de défense de l'Europe, on peut aussi, d'ailleurs, j'ai fait un petit lapsus tout à l'heure, mais ça me permettra de rebondir dessus, ça sera aussi dépense de l'Europe pour sa défense. Justement, se posera aussi la question, à un moment donné, qui va payer? Je crois qu'avec notre ami d'Outre-Rhin, on s'interrogeait tout à l'heure de savoir si on arriverait à trouver les 4 milliards. Et nous disions tout à l'heure un petit peu de façon humoristique qu'on allait peut-être lancer une collecte pour permettre justement de boucler le budget de la défense allemand. Mais puisque visiblement il y a eu un problème récemment, mais il vous en parlera mieux que moi. Donc, si l'on parle de défense de l'Europe, c'est bien qu'il y a des menaces sur l'Europe, et c'est peut-être là-dessus que l'on devrait réfléchir. Quelle est la nature de ces menaces, et quelle est peut-être, dans le cadre d'une Europe de la défense, les meilleures façons, justement, de réagir à ces menaces? Alors, en fait, il y a 3 types de menaces différentes qui imposent 3 types de réponses différentes. Menaces traditionnelles, menaces militaires. Alors, la situation est stabilisée depuis 1945. Il y a eu bien évidemment le Kosovo. Alors nous avons prétendu en France que c'était une exception et non pas un précédent, mais ça a été à l'origine des initiatives russes en Ukraine et enfin particulièrement en Crimée. Mais la situation est globalement stabilisée, même si le traité sur les forces nucléaires intermédiaires du 7 décembre 1987, qui met un terme à la crise des euromissiles, vient d'être abandonné par les États-Unis du fait du déploiement d'un système d'armes nouveau du côté russe. Alors face à ce type de menace, est-ce qu'il y a que l'OTAN? Oui et non. Et là, la situation est un peu plus compliquée parce que la position des États-Unis n'est pas aussi claire que ça. Les États-Unis ont une position extrêmement ambiguë. Ce sont eux qui poussent à la création de la communauté européenne de défense. Il faut se souvenir de la formule de Dulles en 1954 qui menace la France d'organizing reappraisal, de revoir drastiquement les liens entre les États-Unis et la France si la France n'accédait pas à cette défense européenne. Donc les Américains ont poussé, comme ils poussent aujourd'hui, à ce que le budget européen soit de 2%, comme ils ont accepté en 1974 que les forces nucléaires nationales participent à la défense de l'Europe, comme avec les accords de Berlin Plus de 1999, ils ont participé avec la création des groupes de forces interarmes multinationaux à la notion de pilier européen de la défense à l'intérieur de l'OTAN. Donc, les Américains, bien sûr, ne veulent pas d'une menace potentielle, et il y a des discours qui vont dans ce sens, à la fois du côté européen et du côté américain, mais là, personne n'y croit, personne ne pense aujourd'hui que l'ennemi de demain de l'Europe, cela puisse être les Américains. Donc là, face à ces menaces classiques qui se sont estompées, la position n'est pas aussi claire que ça. Il y a l'OTAN,
mais l'OTAN pousse aussi à une autonomie européenne. Et il n'y a guère que Pascal Boniface qui, en France, dit on peut faire table rase de l'OTAN sur ce plan. Là, personne aujourd'hui ne pense véritablement que l'on puisse se passer de l'OTAN, même si l'OTAN reste un frein à la création d'une défense européenne autonome. Ça, c'est le premier domaine. Deuxième domaine de menace, eh bien, c'est la sécurité et non pas simplement la défense. Sachez qu'en France, on a désormais non plus un livre blanc de la défense, mais livre blanc de la défense et de la sécurité nationale. Et surgit tout de suite la question des migrations internationales. Et là, sur ce plan, ce n'est pas l'OTAN qui est compétent. Là, sur ce plan, c'est davantage Frontex, puisque ces questions qui précédemment étaient du ressort du troisième pilier, c'est-à-dire un mix entre l'intergouvernemental et l'intégration, est passé au premier pilier. Donc là, on est dans un domaine de compétences européennes, même si le développement de Frontex souffre de cultures différentes entre la tradition de garde-côte et la tradition de la marine nationale française. On n'a pas encore une conception unitaire, d'où les difficultés de Sophia en Méditerranée. On avance, on recule, on ne sait pas si c'est une incitation pour les passeurs ou non. Donc on tâtonne, mais là, la compétence est une compétence européenne. Enfin, le dernier domaine véritablement d'affrontement entre les États qui se fait jour aujourd'hui, c'est le domaine cyber. Et là, très clairement, ce que l'on appelle la transformation a été une relégitimation totale de l'OTAN. Grâce à la menace cyber venant de Russie et d'ailleurs, mais la menace russe est quand même prise au sérieux, aussi bien par l'émission dans les élections que les fake news ou autres. La menace cyber a totalement relégitimé l'OTAN, puisque seule l'OTAN est en mesure d'apporter des réponses aux interrogations des Estoniens ou des Italiens. Donc, 3 types de menaces différentes et 3 types d'organisations différentes à imaginer pour y répondre. Alors justement, puisque là-dessus se pose parmi les questions qui relèvent bien des menaces, se pose évidemment la question migratoire et la différence de perception et de conception que l'on peut en avoir. Il y a d'abord effectivement la vision que l'Allemagne peut en avoir avec la mise en œuvre d'un processus législatif qui a prévu d'accueillir 1 400 000 migrants qui pourraient accéder rapidement à la nationalité allemande. Il y a bien un problème aussi démographique que l'Allemagne doit résoudre. Donc forcément, ça introduit dans cette relation franco-allemande un élément de dichotomie entre une Allemagne qui se voudrait plus ouverte et une France qui, pour des raisons notamment de politique intérieure, aurait tendance à vouloir se refermer ou en tout cas à considérer que la politique migratoire peut parfois relever des questions d'identité. Ça, c'est le premier point que je voudrais poser à M. Seidendorf. Et puis ensuite, je demanderai à Thierry Garcin, avant que l'on ne donne la parole, puisque je vois le temps qui s'écoule, que l'on revienne encore une fois sur ces questions de menaces, avec à la fois la question de la Méditerranée, mais pas simplement du point de vue des migrations. Cette fois-ci, il y a d'autres menaces. Les menaces plus lointaines, c'est-à-dire la perception que l'on doit avoir de la façon dont la Chine peut aujourd'hui apparaître comme agressive, notamment à l'égard de certains pays. Je pense à la Grèce et je pense à l'Italie. Et puis ensuite, effectivement, la question de la menace venue de l'Est que l'OTAN règle dans une certaine mesure, mais peut-être avec une position, comme l'a rappelé le professeur Roche, assez ambiguë avec la politique américaine. Voilà, donc je vous en prie, allez-y. Vaste programme. Hein. Je commence rapidement avec donc les menaces. Je suis d'accord avec vous que pour tout ce qui concerne la défense collective, l'OTAN restera pour longtemps encore le principal véhicule, ne ce soit pour des raisons matérielles que nous, Européens, n'avons pas. D'ailleurs, en 2003, vous vous souvenez que même avec l'administration Bush, même au moment de la crise d'Irak, du grand conflit, on a réussi à se mettre d'accord qu'on pouvait créer un pilier européen au sein de l'OTAN. Et les gages qu'on a donnés aux Américains à l'époque, c'était
l'OTAN aurait le premier droit de mener une opération, mais si l'OTAN dans son ensemble trouve que ce n'est pas pour l'OTAN, les Européens peuvent faire. Et avec ça, même avec cette administration Bush, qui était déjà compliquée à coopérer avec les Européens, on peut trouver des façons de faire. Sur la stabilité géopolitique et les menaces maintenant, et ça mène à la question des réfugiés. Je sais qu'en France, on véhicule beaucoup cette idée qu'on pourrait avoir une union pour la Méditerranée ou un empire latin, ou que les Français seraient plus proches des Européens du Sud, et que, notamment à la gauche de l'échiquier politique, M. Mélenchon, il rappelle régulièrement qu'il faudrait chercher à coopérer avec les Européens du Sud et pas avec l'Allemagne. Évidemment, pour les Allemands aussi, qu'est-ce que serait facile de coopérer avec des Hollandais, par exemple? Et comment c'est compliqué à coopérer avec des Français? Il a raison, M. Mélenchon, sur l'affaire compliquée entre Français et Allemands. Mais c'est justement pour ça qu'on va faire la relation franco-allemande. Ce n'est pas puisqu'on est proche. La France et l'Allemagne, ils sont différents à peu près sur tout. Il n'y a pas deux pays qui ont une relation si intense, si proche, et qui sont en même temps si différents. Et de cette constellation-là, c'est ça l'Europe, qu'on est très proche, qu'on a plein de dépendances mutuelles, des interdépendances, qu'on ne peut pas résoudre tout seul, dont on a besoin de l'autre. Et c'est puisqu'on a ça qu'on a fait l'Europe. Puisque quand on a ces intérêts communs, et en même temps on est très différents, ça crée des tensions, ça crée un potentiel de conflit. C'est le conflit franco-allemand qui est structurellement toujours là. Heureusement, on ne le fait plus avec des invasions et des chars, mais ce conflit structurel, il est toujours là. Français et Allemands, ils sont très différents. Mais c'est parce qu'ils sont différents qu'il faut faire l'Europe et qu'on a besoin de la coopération franco-allemande. Si c'était facile, si c'était tout naturel, on n'aurait pas besoin de faire des conseils des ministres, des réunions régulières, des traités et tout ça. On se retrouverait autour d'un verre de vin rouge le soir et on pourrait trouver la solution au problème. D'ailleurs, avec l'Italie, ça ne marche pas très bien non plus en ce moment. Alors du coup, des cadres comme celle-là, que j'adore les cadres, c'est très bien. Et l'école française de cartographie en géopolitique, elle est très très forte. Les Allemands, ils ne savent pas faire ça. Évidemment, vous pensez directement, et les Allemands seront d'accord, que la France a le plus d'intérêt en Afrique du Nord, notamment, et dans l'Afrique, et l'Allemagne regarde l'Europe de l'Est. C'est très dangereux, très très dangereux. Commençons avec l'Europe de l'Est. Je suis d'accord avec Thierry qu'on a fait cet élargissement très vite, qu'il y a des pays qui sont très loin de ce qu'on aurait souhaité comme standard européen, mais en même temps, quel formidable exercice de stabilisation. Regardez les pays un peu plus à l'Est qui n'ont pas pu entrer dans l'Union européenne. Regardez Bélarus, on dit comme ça en français, oui, Bélarus. Regardez Moldavie, regardez l'Ukraine. Tout ça, c'est des pays très instables et qui n'ont pas fait le même chemin que la Pologne ou l'Hongrie. La Pologne, entre-temps, c'est l'Europe. Qu'on veuille ou pas, si vous êtes à Varsovie, vous allez tout de suite voir une différence avec Kiev ou même si vous allez plus loin en Bélarus. Alors du coup, d'un côté, c'est une très bonne chose qu'on ait pu faire cet exercice de stabilisation géopolitique de long terme, puisque ça aussi, c'est la défense de l'Europe, qu'on a créé un environnement stable. Et la France, elle a tout intérêt à s'intéresser à ces questions-là. Notamment, si vous vous intéressez aux questions de défense, messieurs, au premier rang, regardez bien la carte, vous voyez les pays baltes, vous comprenez tout de suite, vous qui connaissez les cartes, où est le problème. Que c'est comme un îlot, là-haut, là, entouré de la Russie, qu'il n'y a pas de lien direct terrestre avec le reste du territoire de l'Union européenne. Et imaginez une entreprise de déstabilisation par Poutine ou les Russes, comme il a fait en Ukraine, envers les pays baltes, mais on sera sacrément... on aurait un grand problème, pour rester poli. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de la parole mourir pour Danzig, qu'on ne voulait pas à l'époque en France? Est-ce qu'on serait prêt à mourir pour les États baltes? Ce serait une chose très compliquée. Ça, pour la France qui a tendance à oublier un peu l'importance de regarder aussi vers l'Est. Maintenant, sur l'Allemagne et les réfugiés, dernier point. L'Allemagne, évidemment, elle se pense à l'abri de tout ce qui se passe au sud de la Méditerranée. Très compliqué, ça. L'erreur n'était pas d'accueillir ces gens dans la détresse au moment où ils étaient dans la détresse. Puisqu'ils étaient là, on n'allait pas les laisser aux encroix. Un peu plus d'1 million de personnes sur la route avec des enfants, des femmes enceintes et tout ça, on n'allait pas les laisser dehors aux encroix ou même au pays de l'ex-Yougoslavie. Par contre, l'erreur que l'Allemagne et le gouvernement allemand a fait se situe avant. Cette idée d'avoir une
politique de Schengen très commode pour l'Allemagne, qui se croit au centre de l'Union européenne, et qu'en principe, il n'y a aucun réfugié qui peut arriver sur le territoire allemand, puisqu'il arriverait d'abord en Italie, en France, en Espagne, quelque part où il doit être accueilli. Et cette hypocrisie, puisqu'on sait très bien que ce n'était pas vrai, les Italiens, ils avaient un accord jamais affiché qu'ils lâchaient à peu près 20% pour venir en Allemagne, et on faisait semblant de garder le système de Schengen et on n'en parlait pas. Et tant que ce n'était pas plus que 20%, les Allemands, ils les accueillaient sans en parler. Alors, le problème, il aurait été avant. Il aurait fallu comprendre, en tant que gouvernement allemand, qu'on a un problème avec l'Afrique du Nord, qu'il y a une pression migratoire qui vient d'un peu plus loin, mais aussi de l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup de Maghrébins qui sont arrivés avec les réfugiés, bizarrement, hein, qui ont transité par la Syrie, les Balkans, et qui sont maintenant en Allemagne. Et qu'on a tout intérêt de se mettre autour de la table avec la France, notamment pour stabiliser aussi cette Afrique du Nord. Il n'y a pas de problème au sein de l'Union européenne qui concernerait qu'un seul de nos pays. Si l'Allemagne croit qu'elle est à l'abri des réfugiés qui arrivent de l'Afrique du Nord, c'est faux. Si la France, elle croit qu'elle est à l'abri des problèmes qui arrivent par l'instabilité en Europe de l'Est, c'est faux. Voilà. Alors justement, je vais peut-être puisqu'il nous reste une petite vingtaine de minutes pour les questions du public, je pense que Thierry Garcin répondra probablement aux premières questions du public de façon à ne pas dépasser le temps qui nous est donné. Alors vous attendez, avant d'intervenir, que je vous passe la parole. Je vais donc distribuer la parole. Donc j'ai l'intervention de monsieur qui se trouve ici. J'ai une intervention de Laurent Chamontin, que je salue, qui se trouve ici. Et j'ai une intervention au premier rang pour la première rafale de 3 questions. Ensuite, on passera à la deuxième rafale de 3 questions. Si vous voulez bien, je vous demanderai d'attendre d'avoir le micro et la parole. Je crois que c'est bon. Vous avez votre micro, monsieur? Tout va bien? Ça y est, je vous en prie. Première question. Déjà que l'armée allemande a des problèmes de recrutement, alors est-ce que, comme tout militaire, est-ce qu'un Allemand se sacrifierait pour un Français et vice-versa? Ensuite, la défense, comme vous l'avez évoqué, est-ce qu'on fait sauter l'OTAN ou bien on crée de toutes pièces un phénomène une armée véritablement intégrée européenne? Et puis, le problème vient des États-Unis avec le peu de diligence qu'ils font avec Madame Victoria Nuland qui a dit allez vous faire foutre à propos de l'Europe. Voilà. Bien. Laurent Chamontin, vous prenez le micro, s'il vous plaît. Voilà pour la deuxième question, je vous en prie. Merci pour prolonger un petit peu le propos de M. Seidendorf. Qu'est-ce qui empêche qu'on réfléchisse à la définition d'intérêt commun? Je fais référence par exemple à une suggestion de Hubert Védrine qui disait qu'on pourrait imaginer des groupes de pays pilotes qui contribuent à définir des intérêts communs sur certains sujets particuliers. L'exemple qu'il prenait, c'était, à titre de suggestion bien sûr, hein, c'était la Pologne et l'Italie en charge de la définition d'intérêts communs pour ce qui concerne la façade orientale, ce qui permettrait d'éviter un travers qui est très clair, qui est que, enfin, pour parler de manière très caricaturale, mais pour bien faire comprendre le problème, que, bon Dieu, au Portugal, on est peut-être, le portugais moyen est peut-être pas très concerné par ce qui se passe sur la façade orientale, alors que le suédois moyen est peut-être pas très concerné par ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Éviter ce genre de problème. Merci. Voilà, il y a encore une question qui est posée ici au premier rang. Allez-y. Oui, bonjour. Je voulais poser la question sur l'armée européenne. En voyant un certain recul des États-Unis avec Donald Trump et le Brexit, ne pourront pas tant profiter du moment pour recycler ou réformer l'OTAN, pour la transformer progressivement en une armée européenne, en profitant du budget créé peut-être grâce au dynamisme industriel de la défense qui peut être mis en place pour alimenter, subvenir aux besoins de l'armée européenne.
et en créant notamment les accords bilatéraux qui à terme deviendront une armée européenne, comme on peut avoir l'exemple de la brigade franco-allemande ou en partenariat avec le Royaume-Uni. Bien. Alors justement, on a des questions qui sont très diverses et très fragmentées. Ça me permet de faire un rappel à propos de l'ouvrage de Thierry Garcin sur la fragmentation du monde. Il va répondre à des questions très diverses. En attendant, je pense, en tout cas, il va essayer de le faire, à moins que... Allez-y. Très rapidement sur la première, mais après je laisse la parole à Thierry. Voilà. On discute si l'armée allemande pourrait recruter des Européens de l'Union européenne. Actuellement, c'est un débat allemand. Moi, j'ai un peu l'impression que toute cette idée de faire une armée professionnelle n'était pas très bonne. Un peu le même débat qu'en France, et qu'on aurait plutôt intérêt à réinstaller un service civique, pourquoi pas un service européen qui pourrait combiner ceux qui se vouent plus à une carrière militaire avec d'autres éléments. Armée européenne, il y a un débat en Allemagne là-dessus, c'est vrai, mais la réponse la plus claire vient du gouvernement. Il y a un des partis qui a posé une question au gouvernement, un peu comme à l'Assemblée nationale, où c'en est, comment on fait, et le gouvernement a clairement laissé entendre, c'est plutôt un symbole pour parler qu'on essaye de se rapprocher, mais il n'y a pas question de mettre en route une véritable armée européenne. Voilà. Les autres questions pour Thierry. Thierry Garcin. Très rapidement, pour laisser place à bien d'autres questions, en ce qui concerne évidemment les formations militaires sui generis en Europe, il y a tout ce qu'il faut dans les textes et dans les traités, notamment depuis le début des années 2000. Depuis évidemment l'initiative, ça s'appelle l'Initiative européenne de sécurité. On peut faire des groupes renforcés à partir de 9 pays, etc., pour aller dans une certaine direction, à une certaine vitesse, sans fermer la porte à d'autres pays qui pourraient être intéressés, etc. Donc de ce côté-là, sur le plan juridique, il n'y a aucune difficulté à progresser et ça va dans le bon sens. En revanche, il y a deux choses qui me frappent dans les questions et dans tout ce qu'on a dit. C'est l'OTAN, l'Alliance Atlantique. On a parlé un peu des États-Unis. La défense européenne, on l'a dit, n'existe pas. La défense de l'Europe, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, l'Alliance Atlantique, mais revisitée, complètement reconsidérée, puisque le lien transatlantique, notamment, et mais pas seulement depuis, mais notamment depuis la nouvelle présidence Trump, le lien transatlantique est très très fragile et il n'y a plus à le voir comme durant les rapports Est-Ouest. L'OTAN, ce qui est très frappant, a beaucoup évolué dès la fin des rapports Est-Ouest, dès les bouleversements internationaux. Elle est sortie de son champ de compétences souvent, elle est sortie de son champ géographique, tout cela en accord bien entendu avec les alliés européens. Elle s'est relégitimée, le professeur Roche l'a dit, avec d'une certaine façon la lutte anti-cyber, pour employer cela, comme elle l'avait fait avec la lutte anti-terrorisme et ainsi de suite. L'OTAN est un formidable outil pour les Américains. Le président Bush père, au moment des bouleversements internationaux, avait très bien dit ceci. Il avait dit l'OTAN, évidemment, est en train de perdre son adversaire traditionnel, qui est l'Union soviétique, qui n'existe plus par définition à partir de décembre 1991. Eh bien, on va la transformer, c'était son expression en anglais, évidemment, on va la transformer en club politique. Eh bien, il faut bien voir que c'est une organisation autant politique qu'elle est militaire. Militaire, c'est la seule alliance remarquable de défense collective. Il n'y en a pas d'autres dans le monde, et ça marche très bien. Pour le faire dire vite, mais c'est aussi un club politique. Et je pense qu'on va avoir des débats dans les 20 ans à venir, et même bien avant. Les États-Unis, que le président soit démocrate ou républicain, que républicain, il soit le président Trump qui se renouvelle, se succède à lui-même, peu importe, ou démocrate, mais les États-Unis vont y regarder à deux fois avant d'utiliser l'Alliance Atlantique sur le plan militaire dans des crises et des conflits extérieurs, évidemment, aux alliés. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont tiré les leçons de ce qui s'est passé quand on a utilisé l'Alliance Atlantique. Le président Obama l'a dit pour la Libye, c'est la seule chose que je regrette en matière de politique étrangère. Bien entendu que les États-Unis vont utiliser des alliances ad hoc. C'est ce que les marins, nos amis marins, les marins américains appellent les task force. Mais bien entendu que les États-Unis ne vont pas se mettre 27 autres partenaires. Et on est maintenant 29 dans l'Alliance Atlantique, et on va devenir 30 l'année prochaine avec la République de Macédoine du Nord. Et donc, ils ne vont pas se mettre avec 29 alliés. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la guerre d'Irak 2003. Ça a été une preuve par 9 de la division du monde occidental. D'ailleurs, division pour de bonnes raisons sur le plan juridique. Et Dieu merci, nous étions du bon côté.
côté en ce qui concerne la France. Mais quand même, l'Alliance Atlantique, c'est un club politique beaucoup plus que ce sera une alliance de défense collective. Nos amis militaires, que je connais bien, aiment bien l'expression menace, ou plutôt le mot menace. Mais il y a une vingtaine d'années, on disait plutôt il faut ne pas isoler les menaces, il faut qu'ils sont toujours très protectrices, qu'ils sont très défensives. La notion de risque était aussi pertinente souvent que la notion de menace depuis les bouleversements internationaux. Puis dernière remarque, là aussi pour l'avenir, l'Alliance Atlantique est quelque chose qui est pérenne, au moins pour un certain temps, mais qui va fonctionner différemment. Pour se résumer. Mais il y a deux choses qui me frappent. C'est le fait qu'on n'ait pas beaucoup parlé du nucléaire, au sens militaire du terme. Et d'autre part, il y a une chose qui me frappe, c'est que même si le président Trump ne se succède pas à lui-même, le mal est fait en matière de droit international et en matière de maîtrise des armements. Parce que quand vous regardez l'accord de 2015 sur l'Iran nucléaire, ça n'a rien à voir avec l'Alliance Atlantique, 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, plus évidemment l'Iran, est dénoncé par le président Trump, mais on est dans le domaine pré-nucléaire, puisqu'il s'agissait du programme nucléaire iranien. Quand vous regardez la dénonciation qui arrange en partie les Russes d'ailleurs, du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, dit Euromissile de 1987, etc., il le dénonce, c'est son droit. D'ailleurs, il met dans un grand embarras, par ailleurs, les Européens en l'affaire. Nous sommes un peu, excusez-moi l'expression, ce n'est pas très académique, mais nous sommes un peu les dindons de la farce dans cette affaire-là. Ça arrange les Russes parce que le tiers des SS-20 euromissiles soviétiques de l'époque, dans les années 80, était dirigé vers la Chine. Et les Russes sont en train d'être délivrés de cette contrainte technique du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Et puis, troisième chose, il va y avoir toujours en matière nucléaire stratégique, cette fois, le traité américano-russe New Start, qui doit être prorogé ou non, sauf erreur au début de 2021, c'est sûr, sauf erreur février 2021. Et là, si le président Trump, à la fin de son premier mandat ou au début de son second mandat éventuel, le dénonce, on est, les Européens, devant un champ de bataille en matière de maîtrise des armements. Et à qui la faute ? Alors justement, il y a deux questions. La question sur les intérêts à Deux défendre. questions. Alors, le monsieur avait posé la question, il était intervenu en premier. Il y a une autre question ici qui est antérieure. 3 questions, 30 secondes par question et 1 minute par réponse. On est à peu près dans ce domaine-là. Allez-y, Oui. monsieur, je vous en prie. Non, Oui, à droite, d'abord. je voudrais dire, effectivement, il y avait, c'était commode. Auparavant, il y avait une alliance, je dirais, anglo-française concernant l'Europe de la défense. Le Brexit offre d'autres opportunités avec l'Allemagne maintenant. La question fondamentale de l'Europe de la défense, c'est pourquoi, où est l'ennemi, contre qui, dans quel but. Pendant longtemps, c'était le bloc soviétique. Donc il faudrait avoir une idée commune. Monsieur Zeidendorf a bien souligné effectivement le problème des Balkans et Gdansk, par exemple, Kaliningrad, pourrait effectivement être un avis commun. Allez-y, vous posez votre question, et monsieur. Et puis ensuite, après, les Allemands préfèrent peut-être l'aide humanitaire, le civil, aux dépens d'une action militaire. Là aussi, il y a peut-être une divergence. Et enfin, gibt es einen Unterschied zwischen Angela Merkel und AKK? Y a-t-il une divergence entre... Allez-y. Alors, allez-y, monsieur, je vous en prie, très vite. Voilà, ma question est très simple. Est-ce qu'on ne peut pas rêver d'une politique de défense en Europe, tout simplement, pour défendre l'Europe? Et sans parler de politique étrangère et de conception, pourquoi ne peut-on pas... Les menaces sont suffisantes, l'immigration, le terrorisme, la Russie et d'autres. Pourquoi ne peut-on pas simplement faire une défense de l'Europe toute simple? La dernière question ici, et le mot de la fin sera pour celui qui... Ah, je ne vous ai pas vu, excusez-moi. Alors, il y a une question au fond. Je suis vraiment... Non, mais excusez-moi, je vous ai pas vu. Hein. Non, mais c'est bon. On ne va pas faire assaut non plus de ce genre de comportement. Vous entendez, on vous donnera la parole. Mais si l'exercice vous intéresse, il y a des preneurs. Je vous en prie, madame. J'ai pas vu qu'elle levait la main, en fait. Je pensais qu'elle interagissait sur...
Merci, je vous remercie beaucoup pour me donner la parole. Mais je peux la partager avec tout le monde. Concernant le débat franco-allemand, je pense qu'on a un devoir de mémoire, compte tenu de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse énormément d'efforts pour que l'alliance de paix soit maintenue. Voilà. La deuxième chose, au niveau de la France, je pense qu'on est en deuxième position concernant la puissance de notre armée après les États-Unis. Je suis assez inquiète des mauvaises relations entre les États-Unis et l'URSS, sachant que la Chine ne fait que s'armer d'année en année. La Chine, je pense que c'est un de leurs premiers budgets, c'est l'armement, et que la Chine n'attend que ça, qu'il y ait un conflit. Comment l'Europe pourrait maintenir une paix compte tenu du conflit mondial qui pourrait s'engager? Et la troisième chose, je constate qu'au niveau économique, nous sommes dans la même situation économique qu'entre les deux guerres, 29-39. Posez votre question, ne commentez pas l'actualité, s'il vous plaît. Ok. Non, parce que les jeunes sont dans la rue pour manifester contre le climat. Aujourd'hui, on est dans une situation économique où nos jeunes n'ont pas d'avenir. Comment l'Europe, dans un contexte, pourrait, au niveau militaire, rester en paix compte tenu de la situation économique difficile qu'on vit actuellement? Bien, alors, je pense qu'on va laisser le mot de la fin. Alors, énormément de points. Alors déjà, la situation mondiale, le monde n'a jamais été aussi bien, madame, allez lire Steven Pinker. La très grande pauvreté dans le monde, qui était de 90% de la population mondiale au XVIIIe siècle, qui était de 40% en 1990, est tombée, d'après les chiffres de la Banque mondiale et du PNUD, à moins de 10%. Donc, et en termes de violence, qui est mon domaine, tous les chiffres sont moins de 100 000 morts par an liés à des violences politiques, c'est-à-dire 300 morts par jour, alors que vous avez plus de 1800 morts simplement par le paludisme et 25 000 morts par la faim. Donc le monde, là, ne va pas aussi mal qu'on peut le dire. Vous avez raison de dire qu'il est nécessaire de maintenir ce lien franco-allemand, puisqu'il n'y a pas simplement l'histoire récente. Il faut quand même se rappeler que le pangermanisme est né à la suite de la destruction du Palatinat, et on le voit encore à Heidelberg, par les dragons de Louis XIV. Donc oui, c'est clair, le lien franco-allemand doit être préservé. La menace de la Chine, le budget chinois aujourd'hui est de 164 milliards de dollars, le budget américain est de 717 milliards de dollars pour le budget de la défense en 2019. Le risque de guerre n'est pas immédiat, du moins si on reste clausewitzien. Et pour répondre aux autres questions sur les intérêts ou sur les valeurs à défendre, oui, c'est clair, et Thierry l'avait dit, il faut réfléchir avant d'avoir la pointe de l'épée, il faut réfléchir à ce que l'on veut défendre et contre qui. Alors là, il y a peut-être dans les livres blancs français, mais c'est un problème, on ne peut pas, nous autres Français ou nous autres Allemands, servir de moteur et dire notre exemple est le bon. Mais là, il y a peut-être des distinctions que l'on pourrait faire, et l'Europe a avancé grâce à la notion de spillover effect, entre autres, et donc d'incrementalism, donc démarche pas à pas. Il y a en fait dans le livre blanc français 3 types d'intérêts à défendre. Il y a les intérêts vitaux, c'est les intérêts, la population française, l'approvisionnement, le bon voisinage. Ensuite, il y a les intérêts de souveraineté, c'est-à-dire les institutions et le territoire. Et ensuite, il y a les intérêts de puissance, le fait que la France a des responsabilités mondiales et membre du P5. Et donc, il me semble que l'on pourrait plus prosaïquement, avant de définir des valeurs communes, réfléchir au premier cercle d'intérêts qui serait commun à tous les Européens. Non, vraiment, alors vraiment une seconde, on n'a pas eu le temps de le développer, on ne le développera pas là, justement pour les raisons qu'on vient de dire, mais c'est les conséquences du Brexit. Il y avait une table ronde hier, je crois d'ailleurs, dans le festival, des conséquences du Brexit pour la France, notamment dans le domaine stratégique. On ne développe pas. Et l'autre chose, c'est qu'on parle beaucoup d'histoire de très longue et plus récente, mais il n'est pas sûr que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le moteur franco-allemand, germano-français en matière de défense soit très utile et soit bien perçu compte tenu de l'histoire de l'entre-deux-guerres et de la guerre
à l'est de l'Allemagne. C'est-à-dire que cette perception d'une éventuelle co-responsabilité en matière de défense confiée à l'Allemagne et la France peut réveiller des vieux démons. Et pensez aux Polonais, pensez aux autres. Je crois que ce n'est pas la bonne façon de faire. Bien, eh bien, je crois que c'est le mot de la fin. Je vous rappelle